sort effectivement d'un deuxième trimestre extrêmement chargé sur les marchés financiers, notamment du côté de la géopolitique. On aurait presque pu faire durant ce trimestre un webinaire par mois avec la volatilité qu'on a observée sur ces marchés financiers. Et puis, c'est vrai que malgré un début de guerre, une fin de guerre, on l'espère, tout ça dans l'intervalle d'un seul trimestre, on a des marchés financiers, on a l'impression qu'ils ont largement, largement ignoré toutes ces perturbations. Donc, on va revenir sur ces développements, sur les 3 derniers mois, qui sont nombreux, et puis se concentrer notamment sur les perspectives pour la deuxième partie de l'année, maintenant qu'on peut peut-être se reconcentrer sur les fondamentaux économiques. Donc, on va revenir sur tous ces points avec Daniel Varela, le chef des investissements de Piguet Galland. Et puis, avant de lui passer la parole, je vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions sur le chat, questions auxquelles on essaiera de répondre à la fin de cette présentation. Voilà, je passe la parole à Daniel. Voilà, bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous font le plaisir de se connecter durant cette belle journée d'été, ni trop caniculaire, ni trop fraîche. On va essayer effectivement donc de passer en revue l'autre scénario économique et pour les marchés financiers pour le troisième trimestre. Il s'est passé beaucoup de choses, ça a été mentionné, durant le trimestre écoulé. Globalement, c'est vrai qu'on a évolué vers une situation géopolitique, géoéconomique, quand même beaucoup plus favorable que celle que l'on avait il y a 3 mois lorsque l'on a fait le dernier webinaire de stratégie. On se souvient effectivement qu'on était dans une situation où la visibilité était extrêmement réduite, avec le potentiel d'avoir une crise énergétique marquée par des pénuries un peu partout dans le monde sur certains carburants. Clairement, donc ce contexte géopolitique a plutôt évolué dans la bonne direction, avec effectivement, et c'est ce que l'on retient de manière beaucoup plus importante, une réouverture du détroit d'Ormuz qui se confirme jour après jour. Donc cette réouverture, elle s'est produite il y a déjà environ une dizaine de jours, 2 semaines, et c'était quelque chose qui avait déjà été un petit peu anticipé par les marchés. Alors on le voit, ce qui est important, c'est que le prix du pétrole a beaucoup reflué. Donc on l'avait mentionné lors du dernier webinaire. C'est vrai que le risque économique en lien avec un problème géopolitique, c'est le prix du pétrole. Lorsque les prix des carburants s'envolent, à un moment donné, ça provoque un problème économique. Le prix du pétrole, c'est souvent, en tout cas nous on le considère comme la courroie de transmission entre une crise politique et une crise économique. Fort heureusement, on le voit, donc le prix du pétrole a beaucoup reflué sur les 3 derniers mois, et ça c'est quelque chose qui constitue une excellente nouvelle. Alors, bien entendu, les négociations sont encore en cours, donc il y a encore effectivement quelques points d'interrogation, quelques doutes, mais c'est vrai qu'on a l'impression que ce processus, donc ce protocole d'accord de paix qui a été signé entre les deux belligérants, entre les États-Unis et l'Iran, le processus de négociation qui est en cours, ça change la donne. C'est quelque chose, en tout cas, qui écarte effectivement une crise énergétique et de manière plus durable, c'est vrai qu'on peut envisager un scénario très favorable avec une stabilisation plus durable, on va dire à moyen et à long terme, une stabilisation du risque géopolitique dans le Golfe, au Proche-Orient. Et ça, ce serait quelque chose qui, bien entendu, d'un point de vue économique et au niveau des marchés financiers, serait une très très bonne nouvelle. Alors on le voit, il faut rappeler effectivement que avant la guerre, on était dans un contexte où les prix du pétrole étaient en train de baisser. Donc on le voit assez clairement sur ce graphique. Depuis l'automne 2023, on était dans une tendance baissière. Alors est-ce qu'on va retourner dans cette tendance baissière? Peut-être qu'à court terme, ça va être compliqué, parce que c'est vrai que
Donc, en l'absence de tout le pétrole qui sortait habituellement du détroit d'Ormuz, les pays industrialisés ont dû puiser dans les stocks stratégiques. Il faudra bien entendu reconstituer ces stocks stratégiques. Et donc, ça limite le potentiel de baisse forte sur les prix des carburants sur les prochaines semaines et les prochains mois. Mais à plus long terme, on peut imaginer aussi un contexte. On peut très bien imaginer un contexte de prix de l'énergie relativement bas sur une période relativement longue. Il y a différents développements qui pointent dans ce sens. Déjà, la montée en puissance des États-Unis comme producteurs et exportateurs de pétrole. Et on voit que ça tiraille au niveau des pays de l'OPEP. Donc les Émirats arabes unis qui sont sortis de l'OPEP, l'Irak qui menace également de faire de même, l'Iran qui reviendrait avec une capacité de production et de vente de pétrole bien au-dessus de ce qui était le cas ces dernières années, alors que c'était un pays sous sanction. Donc potentiellement, effectivement, on va vers une situation de pétrole relativement bon marché à moyen et à long terme. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Bien entendu, la menace économique, j'y faisais allusion, tombe lorsque les prix du pétrole reviennent dans des zones acceptables, mais surtout aussi le problème que l'on avait identifié depuis le déclenchement de la guerre, c'était le problème de l'inflation. Le dérapage potentiel de l'inflation, ça a réveillé un peu les mauvais souvenirs de l'année 2022, avec effectivement donc la crise ukrainienne, la guerre en Ukraine qui avait provoqué un fort dérapage donc des prix de l'énergie et un fort dérapage de l'inflation qui avait amené les banques centrales à monter fortement leur taux. Et donc ça, c'est bien entendu quelque chose, un développement positif. On voit d'ailleurs sur ce graphique que les mesures des prix payés auprès donc des directeurs d'achat dans le cadre des sondages qui sont faits mensuellement auprès des directeurs d'achat dans les différentes entreprises, que ce soit aux États-Unis, en zone euro ou au Royaume-Uni, eh bien déjà ces prix d'achat sont en train de se retourner et ça c'est quelque chose qui est positif. Donc ce contexte d'inflation qui a fait craindre aux banques centrales qu'on s'installe à nouveau dans un dérapage durable de l'inflation qu'il faudrait éventuellement contrer par des hausses de taux, eh bien, avec le reflux des prix de l'énergie, on retourne vers un scénario bénin en termes d'inflation, rassurant, et ça, probablement que c'est quelque chose qui devrait être salué par les investisseurs, probablement que c'est déjà le cas un petit peu sur les marchés financiers, mais également ça devrait rassurer les banques centrales qui ont affiché pas mal de prudence et pas mal d'inquiétude par rapport à un dérapage potentiel de l'inflation sur les prochains temps. Ce dérapage des prix de l'énergie et de l'inflation produite par les prix de l'énergie, il a été suffisamment court, selon nous, pour pas qu'on ait d'effet de second tour. Donc les effets de second tour, qu'est-ce que c'est? Les prix de l'énergie montent, globalement, tout le panier de la ménagère a tendance à monter, ça fait que les employés auprès de leur employeur ont tendance à réclamer des salaires plus élevés, les salaires repartent à la hausse et potentiellement ça relance l'inflation dans une hausse, dans une hausse de deuxième tour, dans une hausse qui se prolonge. Et là, clairement, on voit que cette détente au niveau des prix de l'énergie arrive à un moment où les salaires, ici on voit très bien sur ce graphique, le trait blanc aux États-Unis, les salaires n'ont même pas eu le temps de réagir à la hausse. On est toujours dans une tendance baissière qui s'est installée depuis quasiment l'été de l'année 2022. Donc un problème d'inflation lié au prix de l'énergie qui retombe quelque part au bon moment sans avoir eu le temps d'avoir un impact. Donc ça, ce sera sans doute quelque chose qui aura tendance à rassurer les banques centrales dans le monde. Ce qu'il faut mentionner aussi, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, et ça, c'est aussi quelque chose qui est une thématique importante, bien entendu. Alors, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disent, ouh là, mais c'est inflationniste. Ça fait monter le prix de la mémoire, ça fait monter le prix de nos ordinateurs, de nos téléphones, mais à plus long terme,
c'est notre sentiment, l'intelligence artificielle, l'adoption de l'intelligence artificielle sera plutôt des effets désinflationnistes par le biais des gains de productivité. On est un petit peu dans le même contexte que l'on avait connu fin des années 90, début des années 2000, au moment de l'adoption de manière très élargie de l'Internet. Là, en ce moment, on est dans une phase, notamment aux États-Unis, qui sont probablement le pays le plus en avance en termes d'adoption de l'intelligence artificielle, où effectivement, on commence à mesurer des gains de productivité. Ici, c'est effectivement ces gains de productivité qui sont mesurés par ce graphique. On ne va pas trop parler de ces effets de volatilité importante qui ont été provoqués par le Covid et la sortie de crise du Covid. On va s'attacher effectivement aux dernières mesures. Donc les mesures de ces 2 dernières années, on constate, et ça c'est notre sentiment, qu'on est en train de s'installer sur des gains de productivité entre 2 et 3%, voire même un peu plus, de gains de productivité annuels. Donc, il faut comparer ça à la période entre 2010 et 2020, où on était plutôt sur des gains de productivité de l'ordre de 1%. Et probablement, en tout cas, c'est notre sentiment, probablement que le fait d'être passé de 1%, 1 à 2% de gains de productivité par année à 2 à 3% par année, c'est beaucoup en lien avec cette adoption de l'intelligence artificielle, qui aura, selon nous, de manière durable, peut-être un peu moins à court terme, mais de manière durable, plutôt un caractère désinflationniste et qui devrait rassurer les différentes banques centrales. L'inflation, en tout cas, ce n'était pas un problème en Suisse. Donc, on est un des rares pays qui n'a pas connu de dérapage en lien avec cette forte progression des prix de l'énergie en mars et en avril. On voit, il y a eu sur le trait bleu, donc c'est l'inflation totale. On a vu que ça a légèrement remonté, mais 0,6% d'inflation sur un an, c'est des niveaux qui probablement rendent jaloux beaucoup de banquiers centraux dans le monde. Et on constate que malgré ce léger rebond de l'inflation totale, eh bien, l'inflation sous-jacente, donc sans les effets volatiles liés au prix de l'énergie et au prix des denrées alimentaires, constate que l'inflation sous-jacente est plutôt en train toujours de refluer. Donc, on est, malgré effectivement cette volatilité que l'on a connue sur les prix de l'énergie, on reste dans une situation de quasi-stabilité des prix en Suisse et probablement que la Banque nationale suisse est très confortable à la lecture de ces indicateurs. C'est aussi le fait que le franc suisse est resté relativement fort tout au long de ce premier semestre et qui a permis effectivement de limiter l'impact de l'inflation importée, notamment au niveau des prix de l'énergie. Alors, le contexte d'inflation s'améliore après avoir effectivement été une crainte et un souci lors du webinaire de stratégie précédent. Qu'en est-il au niveau de l'activité économique? Alors, on va dire qu'il y a des interprétations ou des constats qui sont assez différents en fonction de la zone géographique et des différents pays que l'on regarde. Alors, si on commence par les États-Unis, la première puissance économique mondiale, ce que l'on constate, c'est que la guerre, ça a eu très peu d'impact. En tout cas, du point de vue des dirigeants d'entreprise. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc les PMI, donc les sondages auprès de directeurs d'achat, auprès de dirigeants d'entreprise. C'est des sondages mensuels, on leur demande de juger donc la marche des affaires et ce que l'on constate, c'est que la marche des affaires a plutôt eu tendance à s'améliorer ces derniers mois. Donc, typiquement, ces indicateurs, on considère que quand on est au-dessus de 50, on est en phase d'expansion. Quand on est en dessous de 50, on est en phase de contraction de l'activité économique. Et là, ce qu'on constate, alors déjà, premièrement, les prix, donc l'activité dans les services, c'est le trait bleu, on constate qu'elle s'est maintenue malgré des prix de l'essence qui ont fortement progressé aux États-Unis. Les ménages ont continué à dépenser dans les services, en tout cas dans certains services. On n'a pas noté de vrai ralentissement. Par contre, ce qui est important, c'est de mesurer l'embellie que l'on connaît aux États-Unis au niveau industriel. Alors, c'est peut-être
en lien avec certaines des politiques qui ont été adoptées par M. Trump, mais c'est un peu réducteur. Le constat que l'on fait, c'est qu'effectivement, dans l'activité manufacturière, qui était dans des difficultés assez sérieuses depuis le début de l'année 2023, là, on a une vraie embellie. Là, une des raisons de cette embellie, c'est notamment, donc, de nouveau, on retourne sur cette thématique de l'intelligence artificielle. Il y a des dépenses en investissement extrêmement importantes du côté des États-Unis et ailleurs dans le monde, mais probablement aujourd'hui, là où elles sont le plus importantes, c'est du côté des États-Unis. Donc, de nombreuses entreprises, les champions de la technologie aux États-Unis, font de gros investissements, font un gros pari sur le développement et l'adoption de l'intelligence artificielle dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, soutient l'activité économique, soutient l'activité manufacturière. On le constate sur ce graphique. L'histogramme bleu foncé, c'est toutes les dépenses en lien avec l'intelligence artificielle. Les autres dépenses, on voit que c'est plutôt une contraction des dépenses. Donc, un gros mouvement très concentré de plans d'investissement durables sur le développement de centres de données et de toute l'infrastructure qui va accompagner cet essor de l'intelligence artificielle et un essor qui va se prolonger, des dépenses qui vont se prolonger, puisque on annonce, si on compile les plans de dépenses des champions de la technologie américaine, on tourne à environ 3 000 milliards de dollars qui vont être investis ces prochaines années, d'ici la fin de la décennie, dans la thématique de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui explique effectivement cette très bonne tenue donc de l'activité économique du côté des États-Unis. En Europe, on va dire que l'Europe sort un peu plus en difficulté de ce premier semestre marqué effectivement par la guerre au Proche-Orient, mais c'est probablement temporaire. Selon nous, on a effectivement un contexte qui est assez favorable. On l'avait mentionné en tout début d'année. Il y a eu cette petite parenthèse provoquée par la guerre, mais on s'accroche effectivement à ce scénario assez favorable d'accélération de l'activité économique en zone euro, notamment portée par les plans de dépenses qui ont été adoptés par les gouvernements. Et le principal plan de dépenses, c'est du côté de l'Allemagne. C'est vrai que l'Allemagne, pour s'extirper d'une certaine léthargie qui a plongé donc l'économie allemande, notamment depuis la guerre en Ukraine, le gouvernement allemand a décidé de faire fi de sa doctrine conservatrice donc des dernières décennies et donc de puiser donc dans les dépenses et annoncer donc de nombreux plans de relance qui devraient avoir un impact sur l'Allemagne, l'activité de l'Allemagne, mais également sur la zone euro. Quand on parle des plans de dépenses de l'Allemagne, c'est notamment donc le renforcement des dépenses qui sont faites en termes de défense, mais également en termes d'infrastructure et de transition énergétique. C'est des plans importants, de l'ordre de 500 milliards sur les prochaines années, donc, et qui viennent s'ajouter à des plans de relance à l'échelle de l'Union européenne qui avaient déjà été annoncés préalablement. Donc, une parenthèse provoquée par cette guerre au Proche-Orient qui a un peu pesé sur le climat des affaires en Europe, mais on s'attend que sur les prochains trimestres, l'Europe va connaître également une réaccélération économique. La Suisse, un peu en ligne avec ce que l'on a observé aux États-Unis, une activité économique en Suisse qui se montre encore résiliente. Donc là aussi, on est au-dessus de nouveau des sondages auprès de directeurs d'achat. On est au-dessus de la fameuse barre des 50, que ce soit dans le domaine des services ou de l'industrie. On a donc un climat des affaires qui, selon les dirigeants des entreprises, eh bien, est plutôt favorable. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose sur
dont on n'était pas sûr il y a de cela encore une année. Il y avait différentes menaces. Hein. Donc, il y a 12 mois, il y avait effectivement la menace des taxes douanières américaines. Heureusement, des 39%, on est tombé aux alentours de 10%, voire 15%. Donc ça, c'était un effet de soulagement. Mais également, donc, les difficultés économiques rencontrées par nos principaux partenaires économiques européens, c'est vrai qu'on avait quelques inquiétudes pour l'économie suisse. Pour l'instant, c'est aussi lié au fait que la politique monétaire en Suisse est extrêmement favorable avec des taux à zéro. Donc, pour l'instant, effectivement, et une fois de plus, on aurait tendance à dire, l'économie suisse se montre extrêmement résiliente. On a parlé des États-Unis, on a parlé de l'Europe. Bien entendu, un autre poids lourd de l'économie mondiale, c'est la Chine. Et là, donc, alors il y a du bon et du moins bon. Le moins bon, ça reste, et ça fait plusieurs trimestres qu'on commente, pour ne pas dire des années. Ce qui est moins bon du côté de l'économie chinoise, c'est toujours la consommation. La consommation qui, là aussi, est un peu au point mort. Elle est paralysée par le fait que le secteur de la construction est à l'arrêt, les prix de l'immobilier n'ont pas cessé de baisser, ils semblent se stabiliser, mais ça fait quand même quasiment de 4 ou 5 ans que les prix de l'immobilier baissent. Ça pèse bien entendu sur le moral des ménages qui détiennent un bien immobilier. Donc c'est vrai que cette consommation, elle est un peu en berne. Par contre, donc, l'économie chinoise est beaucoup portée et encore portée par l'industrie et par les exportations. Et là, au niveau des exportations, c'est étonnant de voir à quel point les exportations chinoises en direction des États-Unis, c'est le trait en bleu foncé, sont en train de redécoller, malgré effectivement les droits de douane. Alors, c'est vrai que cette guerre commerciale, on est dans une sorte de pause, une trêve commerciale. Donc probablement que la Chine a relativement bien joué dans ce jeu de poker menteur, on va dire, avec les États-Unis, en menaçant effectivement de couper l'approvisionnement en terres rares. Donc c'est vrai que cette trêve dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ça produit des effets relativement positifs pour cette économie chinoise avec des exportations qui ont tendance à redécoller en direction des États-Unis. Alors, maintenant qu'on a cette trêve qui est finalement conclue au Moyen-Orient entre les États-Unis et l'Iran, on peut enfin se refocaliser sur les fondamentaux économiques. On était en début d'année relativement positif sur les perspectives pour cette année. Est-ce qu'on revient au point de départ, donc pas d'impact de ce conflit? On a même peut-être l'impression que les fondamentaux et les perspectives sont même meilleures qu'elles ne l'étaient en début d'année. Alors c'est tout à fait notre point de vue et notre scénario. On rappelle effectivement qu'en tout début d'année, on envisageait cette année de manière très favorable sur les marchés financiers. Ce que l'on envisageait, c'est que d'un point de vue économique, on allait assister à une réaccélération économique à l'échelle mondiale. On savait également que d'un point de vue boursier, la bourse allait être portée par la croissance des bénéfices des entreprises que l'on anticipait assez forte. Par contre, effectivement, ce qui s'est détérioré par rapport au début de l'année, c'est que cette guerre, si elle a été courte, si l'impact sur les prix de l'énergie a été relativement court, on a noté effectivement que ça a eu un impact sur les politiques monétaires. Au début d'année, on s'attendait à des politiques monétaires globalement accommodantes à l'échelle mondiale, voire même que certaines grandes banques centrales, comme la Banque centrale américaine, allaient continuer à baisser leurs taux. Donc là, c'est vrai que au niveau des politiques monétaires, il y a eu une légère détérioration du scénario, mais qui nous semble premièrement temporaire et probablement qu'on ne va pas s'inscrire dans un cycle de remontée forte des taux d'intérêt. En tout cas, on écarte un scénario à la 2022 où effectivement toutes les banques centrales ont fortement monté leurs taux, toutes au même moment. Donc là, au niveau des marchés financiers, si on commence à regarder les obligations, donc le marché obligataire, on est, c'est vrai que dans une période qui n'est pas facile. Depuis 2022, les taux d'intérêt, à l'exception donc de la Suisse, les rendements obligataires quasiment partout dans le monde ont eu tendance à progresser. Donc ça, c'est un indice qui mesure le taux d'intérêt moyen à l'échelle mondiale sur
les obligations de durée très longue, il faut entendre 10 ans, voire même plus que 10 ans, on constate que la tendance haussière, euh, elle est importante. Et c'est vrai que la guerre qui est intervenue à partir de fin février n'a fait que amplifier effectivement cette tension sur les taux, au point qu'aujourd'hui, on est retourné au taux moyen que l'on avait sur les marchés obligataires à la fin de l'année 2008. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il nous semble que cette crainte par rapport à des banques centrales qui auraient tendance à fortement monter les taux pour contrer un risque inflationniste, cette crainte va retomber. Et nous, il nous semble qu'il y a de très fortes chances qu'on a vu le sommet, en tout cas un sommet temporaire, hein, sur cette remontée des taux d'intérêt. Et aujourd'hui, on trouve que la classe obligataire, les rendements, les obligations, notamment de souveraines, d'État ou d'entreprises de très bonne qualité, aujourd'hui, elles ont retrouvé du sens dans les portefeuilles, elles offrent du rendement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve très positif. Après, c'est vrai que la question se pose au niveau des bourses. On a mentionné, contexte économique, on pense que la donne n'a pas changé. On devrait avoir un contexte économique favorable. Le contexte des fondamentaux de la bourse, notamment la croissance des bénéfices des entreprises, il reste favorable. Est-ce que potentiellement cette politique monétaire un peu plus compliquée ou éventuellement plus prudente, voire même quelques hausses de taux à venir sur certaines économies, est-ce que ça peut casser la dynamique boursière? Ça, c'est quelque chose que nous, on écarte. Donc, ce graphique mérite effectivement qu'on explique comment lire ce graphique. En fait, on regarde les différents régimes auxquels est confrontée la bourse, ici la bourse américaine, mais toutes les bourses quasiment, plutôt les conclusions de ce graphique s'appliquent à quasiment toutes les bourses. On mesure et on observe différents régimes en fonction de la croissance de l'activité et en fonction de l'évolution des taux. En gros, quand on parle des PMI, donc le climat des affaires mesuré par les sondages auprès des directeurs d'achat, quand ils partent en hausse, quand ils progressent, eh bien l'économie est en train de s'accélérer. Quand ils sont à la baisse, eh bien l'économie a plutôt tendance à ralentir. De la même manière, on regarde si les taux sont en hausse ou en baisse. Ce que l'on constate, c'est que potentiellement, ce qui est le plus important pour la bourse, c'est que effectivement les indicateurs économiques sont en phase d'expansion. Quand on est en phase d'expansion, c'est les deux mesures que l'on a encerclées, que les taux soient en progression ou que les taux soient à la baisse, c'est plutôt un contexte favorable pour les bourses. Donc ça, c'est quelque chose qui est très rassurant parce que ça évacue de manière assez importante cette menace qui pèserait sur la bourse de voir potentiellement la dynamique cassée par les banques centrales. C'est rarement le cas, surtout si on a des cycles de hausse de taux qui sont relativement limités, soit dans le temps, soit en termes d'amplitude. Et c'est vraiment le scénario que nous on envisage à ce stade, voire même pas de hausse de taux pour certaines banques centrales. Et puis, donc, bien entendu, ce qui est important, c'est les valorisations boursières. Donc, et là, on utilise le plus souvent l'indicateur le plus répandu, hein, donc c'est le ratio entre le cours et le bénéfice d'une entreprise, les cours boursiers et les bénéfices des entreprises qui composent un indice. Et là, ce que l'on constate, c'est que ces valorisations-là ont plutôt eu tendance à devenir plus favorables durant le premier semestre, durant cet épisode de guerre, et on est à des niveaux de valorisation qui, souvent, notamment aux États-Unis, sont beaucoup plus favorables aujourd'hui qu'il y a une année. Donc des bourses qui sont moins chères aujourd'hui qu'il y a une année. Comment on s'explique cela alors même qu'un certain nombre de ces indices boursiers sont à des points plus élevés que l'année dernière, voire dans certains cas à des records historiques, tout simplement parce que les bénéfices ont tendance à croître. Et c'est ce qu'on avait identifié en tout début d'année, qui nous avait incité effectivement à adopter une posture très constructive sur les bourses, c'est que on est dans une phase de croissance bénéficiaire très importante sur les bourses.
Alors, aux États-Unis, c'est un prolongement de ce que l'on a mesuré ces dernières années, mais ce qu'on avait identifié en début d'année, c'est que c'est quelque chose qui allait se répandre à l'échelle mondiale. Alors, et c'est quelque chose qui, malgré la guerre donc, que l'on a connue du côté du Proche-Orient, malgré ce dérapage des prix de l'énergie, eh bien, aujourd'hui, les attentes bénéficiaires restent importantes. Du côté des États-Unis, on a des croissances de bénéfices année sur année qui dépassent les 20%. Du côté de l'Asie, c'est encore plus. Pourquoi les États-Unis et les marchés émergents, et notamment asiatiques, ont de telles croissances? C'est aussi parce que c'est beaucoup porté par justement donc les développements que l'on a du côté de la thématique de l'intelligence artificielle. Mais on voit que même dans des pays où le secteur technologique est moins important, par exemple sur la zone euro, on a des croissances bénéficiaires qui ont tendance à accélérer. Et ça, c'est quelque chose qui devrait effectivement porter les bourses encore sur les prochains trimestres. On peut se poser la question ensuite, bien entendu, sur les monnaies. Donc, un autre marché financier, une autre composante des marchés financiers qui peut avoir un impact important sur les performances des portefeuilles. Alors, là, on a eu pas mal de questions sur l'évolution du dollar. On se pose beaucoup de questions. Pour ceux qui nous suivent dans le cadre de ces webinaires, cela ne vous aura pas échappé que depuis un certain nombre de trimestres, pour ne pas dire d'années, on a une certaine méfiance à l'égard du dollar pour différentes raisons, mais ce graphique illustre probablement la raison la plus importante, c'est qu'il nous semble que le dollar est dans un contexte ou dans un scénario de perte d'influence à l'échelle mondiale. Donc, et ce graphique mesure donc l'importance du poids du dollar dans les réserves internationales et dans les réserves des banques centrales internationales. Et on constate effectivement que c'est un phénomène durable qui s'est un peu accéléré donc depuis le premier mandat de M. Trump. Et on est dans ce contexte-là, on le sait, donc différents pays face notamment effectivement à une politique plus difficile à lire du côté des États-Unis, notamment depuis l'arrivée de M. Trump, ont tendance à réduire, à diversifier leurs réserves en dehors du dollar. Donc ça, c'est probablement quelque chose, en tout cas selon nous, qui va continuer à peser de manière durable sur la valeur du dollar. Mais à court terme, il faut quand même mentionner quelques développements qui potentiellement peuvent amener à un rebond qui a déjà commencé depuis quelques mois et qui peut se prolonger. Le fait que donc les rendements du côté des États-Unis ont eu tendance à remonter récemment, ça a de nouveau accentué le fait que c'est une monnaie qui a une rentabilité supérieure aux autres monnaies, notamment les monnaies européennes et encore plus face au franc suisse. Mais également, c'est vrai que depuis que M. Trump est au pouvoir, il y a quelques doutes sur le fait que l'indépendance de la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale, serait préservée. Il y avait quelques inquiétudes par rapport à la nomination du nouveau président de la Réserve fédérale, donc M. Kevin Warsh, qui est le nouveau patron de la Réserve fédérale, dans le cadre de ses premières interventions, a été assez rassurant. On a l'impression que l'indépendance de la Réserve fédérale, pour l'instant, est conservée. Et ça, c'est également quelque chose qui potentiellement peut participer à un rebond du dollar sur le court et sur le moyen terme, même si on conserve quand même pas mal de doutes à plus long terme quant à l'évolution de la devise américaine. Et puis l'euro contre le franc. Donc c'est vrai que le franc est toujours assez fort, mais c'est vrai que l'euro a fait un point bas contre le franc eh bien, au moment de l'éclatement de la guerre du côté donc, du Proche-Orient, du Proche et du Moyen-Orient. Pourquoi effectivement donc le franc suisse a eu plutôt tendance à se déprécier légèrement contre l'euro alors même qu'on était dans un contexte géopolitique un peu inquiétant, eh bien c'est parce que les attentes de remontée des taux d'intérêt de la part de la Banque centrale européenne ont produit effectivement cet écartement des rendements. Donc le rendement relatif de l'euro par rapport au franc suisse, c'est le trait blanc, a eu tendance à augmenter. Donc dans un contexte où la situation géopolitique
se calme, on a un apaisement effectivement de ces tensions-là, eh bien les investisseurs probablement redécouvrent le fait que le franc suisse ne rapporte rien, et puis dans un contexte un peu moins troublé, ça vaut peut-être la peine d'investir un petit peu plus d'argent sur des monnaies qui rapportent un tout petit peu plus, comme l'euro ou le dollar. Donc, sur le moyen et sur le long terme, on continue de penser que le franc suisse restera une monnaie forte et aura tendance à s'apprécier sur la durée. Mais potentiellement, c'est vrai que sur les prochaines semaines, sur les prochains mois, c'est pas exclu que l'euro reprenne encore un petit peu des couleurs contre le franc suisse. Alors, comment ça se traduit dans notre allocation d'actifs? Peut-être avant de parler du positionnement actuel, revenir sur les différents changements qui ont été faits. Je pense que c'est un des trimestres durant lesquels on a été le plus actif en termes de changement d'allocation dans nos grilles, en termes de prise de risque ou non, en fonction des développements, notamment sur le front géopolitique. Donc, revenir peut-être sur les différents changements qui ont eu lieu durant ce trimestre et puis le résultat actuel et le positionnement actuel dans notre allocation d'actifs. Alors, c'est vrai que le petit retour en arrière, il est important. C'est vrai que pour ceux qui nous ont écoutés lors du dernier webinaire, ils se souviendront sans doute qu'on avait adopté une posture plus prudente, hein. C'est vrai que la perspective d'avoir un pétrole cher, donc, et on se souvient que donc dans les semaines qui ont suivi le début des hostilités, on a atteint des niveaux de 120 dollars le baril de pétrole. Donc, c'est vrai que la perspective éventuellement d'avoir un pétrole à 150 dollars, voire même plus, et donc un impact important sur l'économie mondiale, voire même qui aurait pu produire une récession mondiale, nous avait conduit à adopter une posture beaucoup plus prudente. On avait réduit le positionnement, donc le poids des actions dans les portefeuilles pour adopter un positionnement sous-pondéré. Et c'est vrai que donc dès le moment où on a constaté que donc la diplomatie reprenait ses droits et qu'on s'orientait vers des négociations et une issue diplomatique plutôt qu'un conflit qui se serait prolongé, voire même amplifié, eh bien, on a eu à deux reprises, on a décidé à deux reprises de réaugmenter le poids des actions dans les portefeuilles. Donc, après être passé aux alentours de 38-39% d'exposition actions dans les portefeuilles, aujourd'hui, on est de retour à 45% pour un portefeuille qu'on appelle pour un profil pondéré en francs suisses. Donc, on est retourné au poids que l'on recommandait en tout début d'année, donc un poids, donc une position sur les bourses de surpondéré selon nous. Et donc la dernière réaugmentation que l'on a fait, c'était 3% d'augmentation, donc que l'on a décidé, donc il y a justement il y a 2 semaines, au moment de l'annonce de ce protocole d'accord de paix entre l'Iran et les États-Unis. Et là, on a renforcé dans cette dernière modification de nos portefeuilles, de nos allocations modèles, de nos portefeuilles modèles, eh bien, on a décidé de réaugmenter les marchés qui, selon nous, profiteraient le plus de cette détente et de cet apaisement du contexte géopolitique, donc notamment l'Europe, donc la zone euro où on a réaugmenté les actions, le poids des actions de 2%, et puis l'Asie, qu'on a augmenté aussi. Donc les zones qui avaient le plus à perdre d'un contexte de crise énergétique, voire même de pénurie. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose que l'on a mis en avant dans cette dernière réaugmentation du poids des actions dans les portefeuilles. Et puis, je le mentionnais, on est devenu un peu moins négatif sur le dollar, après être tombé il y a de cela quelques mois à 10% de poids du dollar dans les grilles d'investissement. On a réaugmenté, là aussi, à 2 reprises, le poids du dollar et aujourd'hui, on recommande d'avoir 15% de dollars dans les portefeuilles. Du coup, on va pouvoir passer aux questions. Il y en a certaines un peu générales. Peut-être une pour toi, Daniel. Sur cette dernière crise économique, une crise sur les marchés,
On a l'impression que ce soit avec le Covid, que ce soit avec la guerre en Ukraine ou le conflit au Moyen-Orient, les marchés boursiers se reprennent extrêmement rapidement suite à ces crises par rapport à, on se rappelle, la crise financière de 2008-2009. Donc, qu'est-ce qui explique cette résilience aujourd'hui de ces marchés à chaque fois qu'on a une crise, notamment géopolitique? Alors c'est vrai que une crise qui peut avoir des effets durables, il faut que ce soit systémique, comme celle que l'on avait connue en 2008. Crise systémique, ça veut dire que donc les intervenants financiers, que ce soit principalement les banques, euh, sont dans des difficultés tellement importantes que ça provoque globalement une diminution de l'effet de levier à l'échelle planétaire. Quand on parle d'effet de levier, ça veut dire que tout d'un coup, les banques n'ont plus le moyen d'accorder des prêts et de soutenir le développement économique, ont tendance à réduire la voilure. Ça, c'est vrai que sur les différentes crises qui sont intervenues sur les dernières années, on n'a pas connu ce contexte de risque systémique, y compris donc au moment du Covid. C'était pas une crise systémique. Alors bien entendu, on a mis l'économie à l'arrêt temporairement, mais donc le système financier a continué de bien fonctionner. Sur donc ce qui s'est produit donc au mois de mars de cette année, ça aurait pu se traduire en une crise systémique si effectivement on aboutissait à une situation de pénurie importante de l'approvisionnement des carburants à l'échelle mondiale. Pas tellement au niveau financier, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en attendant effectivement que les énergies renouvelables gagnent encore en importance, le monde a encore besoin d'hydrocarbures. Et c'est vrai que le fait que assez rapidement, on a vu que entre l'utilisation des réserves stratégiques, la possibilité également de détourner certains flux pour éviter le détroit d'Ormuz et le fait que la Chine a puisé massivement dans ses réserves, ça a évité effectivement d'avoir cette problématique systématique. Pourquoi aussi pourquoi les bourses ont tendance effectivement à se reprendre assez rapidement? C'est que donc habituellement, donc ce qui est important également, c'est de voir les perspectives à long terme. Si les perspectives à long terme ne sont pas entachées par une problématique à court terme, et c'est vrai que dans les discours de M. Trump et de l'administration américaine, assez rapidement, on a senti que la volonté de l'administration américaine, c'était pas de s'installer sur un conflit durable, mais plutôt d'essayer de régler cette problématique sur un échéancier relativement court. Et donc, ça a permis effectivement aux investisseurs de se détourner des problématiques à très court terme et de se focaliser plutôt sur des perspectives à plus long terme qui restent relativement favorables à l'échelle mondiale. Une autre question sur l'or dont on n'a pas parlé, sur les perspectives suite à la baisse de 25% depuis les plus hauts. Est-ce que c'est le moment de revenir aujourd'hui sur l'or? Alors c'est vrai que il y a eu des prises de bénéfices assez massives, donc depuis que les hostilités ont été déclenchées du côté du Proche-Orient, ce qui est quelque part un peu contre-intuitif. Hein. Donc c'est vrai que dans un contexte géopolitique, on a plutôt tendance à voir l'or comme une valeur refuge qui doit profiter d'un contexte géopolitique troublé. Là, on a vu exactement le contraire. Pourquoi? Parce que probablement que déjà l'or avait beaucoup monté avant. On se souvient qu'en tout début d'année, donc le prix de l'or montait quasiment à la verticale. On avait incité d'ailleurs à prendre quelques bénéfices durant cette période-là. Et c'est vrai que ce qu'on a constaté, c'est que les investisseurs se sont plutôt focalisés sur le risque de remontée des taux d'intérêt. La remontée des taux d'intérêt, pourquoi ça pénalise l'or? C'est que l'or ne paye pas de rendement. Et donc, quand les taux d'intérêt montent à l'échelle mondiale, eh bien, les investisseurs ont tendance à se détourner de l'or et à plutôt favoriser des produits d'investissement et des actifs qui offrent donc du rendement. Cette crainte de remontée des taux d'intérêt, elle est encore là. On sent que les investisseurs craignent que les banques centrales montent leur taux d'intérêt sur les prochains mois. On aurait tendance à dire qu'une fois que les investisseurs prendront conscience qu'on ne va pas s'installer sur un cycle de forte remontée des taux d'intérêt, voire même que des banques centrales
auront des mots assez rassurants par rapport au contexte d'inflation. Ça a déjà commencé hein, sur les dernières semaines, sur les derniers jours en fait, que ce soit au niveau de la Banque centrale européenne, voire même donc du côté de la Banque centrale américaine, des discours qui effectivement reconnaissent que l'inflation est déjà en train de retomber depuis que le détroit d'Ormuz a commencé à se rouvrir. Donc là, potentiellement, effectivement, d'ici quelques semaines ou quelques mois, probablement que le prix, l'or pourrait retrouver les faveurs des investisseurs. Pour l'instant, on sent que les investisseurs sont très focalisés effectivement sur la crainte que les taux d'intérêt continuent de monter et que potentiellement ça peut desservir l'or. Peut-être une question une ou deux questions même que je vais prendre. Donc, pour rappel, je suis Daniel Steck, responsable de la recherche action chez Piguet Galland. Je couvre notamment le marché action américain et on a pas mal de questions sur cette bulle liée à l'IA et est-ce que vraiment on a un risque d'éclatement de bulle sur cette thématique. Alors, déjà, le terme de bulle, on n'est pas forcément d'accord avec ce terme. Il y a peut-être certains sous-segments de la technologie actuellement qui sont dans une phase d'exagération, notamment les semi-conducteurs ou les mémoires, qui ont attiré énormément d'investisseurs ces derniers mois et qui ont vu des progressions paraboliques des cours. Et effectivement, sur ces segments, on incite les investisseurs à la prudence et à des prises de profit. Maintenant, sur la thématique de l'IA globalement, on ne pense pas qu'il s'agit d'une bulle ou d'une bulle technologique. C'est vrai que la performance qu'on a sur ce secteur depuis maintenant plusieurs années, il est entièrement justifié et expliqué par une performance des bénéfices qui est exponentielle. Contrairement à la bulle Internet qu'on avait observée en 2001, en 2000-2001, où l'explosion des cours était due à une explosion des valorisations à des niveaux qui étaient complètement déconnectés des fondamentaux. Là, ce sont vraiment les fondamentaux, ces investissements de centaines de milliards qui sont déversés dans ce secteur, qui profitent directement à un certain nombre de sociétés, à cet écosystème intelligence artificielle. Donc, c'est une thématique sur laquelle on reste positif sur le moyen long terme. Maintenant, c'est vrai que de temps à autre, c'est le moment de prendre des profits sur certains sous-segments et le sous-segment en particulier des semi-conducteurs aujourd'hui qui semble un petit peu suracheté et qui a attiré, je dirais, des spéculateurs. Et puis, peut-être une dernière question également pour moi qui s'éloigne un peu de la stratégie, mais c'est un sujet qui a intéressé pas mal de monde ces dernières semaines, c'est l'IPO de SpaceX. Qu'est-ce qu'on pense de cet IPO et quoi penser avec une introduction en bourse à ces niveaux? Alors, c'est plutôt un message de prudence qu'on a à l'égard de SpaceX aujourd'hui. D'un point de vue boursier, c'est une grande réussite, une société qui est mise en bourse avec une valorisation, une capitalisation boursière qui approche les 2500 milliards de dollars. Mais un message de prudence, pourquoi 2500 milliards de dollars, c'est une capitalisation boursière proche de celle de Microsoft. Pourtant, si on compare ces deux sociétés, Microsoft génère 100 fois plus de chiffre d'affaires que SpaceX aujourd'hui. Microsoft est extrêmement rentable, génère des profits colossaux depuis des décennies. Pour rappel, SpaceX aujourd'hui est en perte, ne devrait pas générer de profit avant au moins 2028. Alors, comment on fait pour valoriser une société qui ne génère pas de profit? On utilise une autre méthode, on compare cette capitalisation boursière aux revenus qui sont générés par l'entreprise. Alors, pour des sociétés qui n'ont pas trop de croissance, la capitalisation boursière représente 1 fois, 2 fois les revenus de la société. Pour les sociétés de croissance ou les sociétés technologiques, on peut dépasser les 5 ou se rapprocher des 10 fois. Aujourd'hui, la capitalisation boursière de SpaceX représente 80 fois les revenus du groupe. Donc, avant de pouvoir justifier une telle valorisation, il faudrait avoir quand même un certain nombre d'années de doublement du chiffre d'affaires avant de pouvoir justifier le niveau actuel.
ce qui est un petit peu difficile pour nous, d'autant plus quand on connaît l'enthousiasme et la propension de Elon Musk à s'emballer quant aux objectifs financiers des sociétés qu'il dirige. Donc pour les investisseurs privés aujourd'hui, ça nous semble difficile de recommander de sauter dans le wagon SpaceX. Et puis pour rester un peu dans le thème, garder les pieds sur terre quant à la valorisation de cette entreprise. Voilà, je vois qu'il y a d'autres questions, notamment sur des autres segments du marché. N'hésitez pas à adresser ces questions à vos conseillers en clientèle qui pourront rediriger ces questions vers les spécialistes et puis vous revenir. Et puis on va mettre maintenant fin à ce webinaire en vous remerciant de l'avoir suivi. Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui se sont connectés. On vous souhaite un excellent été et de belles vacances si vous en prenez.